toutes, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'aborder avec vous le gameplay et l'amélioration de l'armory deck de l'héroïne Pléiade qui est sortie en septembre dernier. Ce qui rend cette héroïne vraiment trop bien jouée, c'est qu'elle a des auras qui ont des effets à différents moments, parfois lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille, parfois lorsqu'ils quittent l'arène, qui ont des effets à des moments un petit peu particuliers quand une action spécifique arrive. Certaines auras donnent des bonus à l'attaque, d'autres à la défense, d'autres, je vous laisse le découvrir juste après. Cependant, ça donne vraiment une possibilité énorme de pouvoir combiner tout ça pour pouvoir aller droit au but dans la phase de votre adversaire. Alors, affûtez vos armes, connectez vos neurones, puisqu'aujourd'hui je vous convie un pique-nique avec Pléiade. Le premier moteur du deck, comme l'immense majorité des gardiens, ce sont les auras. Et en particulier, en ce qui concerne ce personnage-là, ce sont les auras qu'on appelle de suspens. Et je dis bien suspens et pas suspense, puisque, tout bêtement, c'est écrit ici. Un marqueur, suspens. Suspens, ça vient de, justement, être suspendu. Rien à voir avec une intrigue à la Hitchcock. Le pouvoir de Pléiade, c'est un instantané. Ça veut donc dire qu'il peut être joué à n'importe quel moment, que ce soit à notre phase ou à la phase de la personne en face de nous. Le symbole engagé, comme un magic. Retirez un marqueur suspens d'une aura que vous contrôlez. Vous pouvez mettre un marqueur suspens sur une aura de suspens que vous contrôlez. Deuxième partie, on verra après. Autrement dit, j'ai ici le héros, l'héroïne sur la case héros. J'engage. Et je vais pouvoir retirer un marqueur suspens sur une aura et en rajouter un sur une autre aura. Pourquoi faire ce changement justement de points? On va le voir juste après, mais c'est la première mécanique du deck, c'est-à-dire la gestion des tokens de suspens sur les différentes auras. Il existe 3 familles d'auras. Celles qui ont un effet lors d'une première occurrence d'une action. Ce sont ces 3-ci. Celles qui ont un effet lorsque l'aura quitte l'arène, c'est écrit là. On retrouve ces 3 cartes là, en rouge et en bleu. Et celles qui sont à la frontière, puisqu'elles ont un effet lorsqu'elles rentrent ou qu'elles quittent l'arène. Donc ça, ce sont les 3 catégories d'aura que vous avez. Je répète, celles qui ont un effet lors d'une première occurrence d'une action, celles qui ont un effet lorsqu'elles quittent l'arène, donc autrement dit lorsqu'il n'y a plus de jetons suspens dessus, et celles qui ont un effet quand elles rentrent ou qu'elles quittent l'arène. En fait, ce qui est vraiment chouette avec ce personnage, c'est que vous avez différents types d'aura, c'est-à-dire qu'ils se déclenchent à différents moments, mais en plus de ça, il y a différentes catégories d'aura. Il y a des auras qui permettent de prévenir des dégâts, autrement dit vous défendre. Celui-ci vous permet également d'augmenter votre attaque. Alors on voit que c'est pas énorme, par contre c'est la première attaque à chaque tour, donc j'espère que vous commencez à sentir que celui-ci, vous avez plutôt intérêt à lui mettre beaucoup de tokens suspens sur lui. Ou alors, vous pouvez réduire votre coût en ressources tant que cette carte-là est bien sûr sur le terrain. Donc ça veut dire qu'elle a des tokens suspens. Et donc là aussi, on a envie que cette carte-là reste dessus et donc augmenter le nombre de marqueurs qu'il y a dessus pour qu'elle reste. La seconde famille, parmi les cartes donc qui ont les auras qui ont un effet lorsqu'elles quittent l'arène, on retrouve ces trois-ci, alors en bleu et en rouge. Celles-ci vont vous booster l'attaque pour 4, pour 6 et pour 5, avec à chaque fois 3 de défense. Donc la mécanique est toujours la même. Elle rentre avec 2 marqueurs de suspens. Au début du tour, donc au début de la phase d'action, il y a un marqueur qui est consommé, début de la phase,
et ensuite, libre à vous de pouvoir les dépenser pour pouvoir buffer. Donc ceux-ci, on a plutôt intérêt à vouloir les faire sortir, puisque leur effet se trigger lorsqu'ils quittent l'arène, mais le tout est de savoir quand est-ce que vous allez le faire. Et enfin, parmi les cartes qui sont un peu à cheval entre entrer et sortir, puisque elles peuvent se déclencher lorsque la carte entre dans l'arène ou la quitte, c'est-à-dire que vous avez un premier effet, la foule vous acclame, et ça me permet de faire une très bonne transition sur la deuxième partie du pouvoir de Pléiade, qui est à chaque fois que la foule vous acclame, vous créez un jeton de confiance. Un jeton de confiance, qu'est-ce qu'il vous dit? Troisième étape, troisième tiroir. Au début du tour, on détruit ce jeton, puis la prochaine carte action d'attaque que vous jouez ne peut pas être défendue par plus de 2 cartes non blocage. Autrement dit, ça va être une très très bonne façon. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est une très bonne façon de pouvoir mettre justement une grosse attaque et ne pas être bloqué, ou en tout cas limiter très fortement le nombre de cartes qui vous bloquent. Donc en termes de poupée russe, pour ainsi dire, on a celle-ci, la foule vous acclame, qui va trigger le pouvoir de Pléiade, qui lui-même va trigger un token de confiance pour pouvoir anticiper au prochain tour. Donc en fait, ce deck-là, c'est beaucoup de gestion du tour immédiat, voire 2 tours après. Et c'est vraiment un empilement d'aura avec différents effets d'attaque, de foule qui acclame, etc. Le deuxième aura, donc ça c'était la première carte qui avait un effet en entrée ou en sortie. Et la deuxième carte, c'est celle-ci, qui dit qu'on peut mettre une carte action d'attaque, révéré ou gardien, depuis le cimetière sur le dessus de votre deck. Ça, autrement dit, vous venez de faire un gros combo, il vous reste encore pas mal de ressources où vous avez de quoi en enchaîner un deuxième, et bien grâce à ça, vous pourrez le remettre derrière. On récapitule, on a donc 3 familles d'aura. Cette famille-là qui a un effet lorsque la première action arrive, typiquement ici la première carte avec un coup, celle-ci la première attaque et celle-ci la première attaque. On va avoir un effet de bonus à l'attaque, plus petit que les autres auras qui sont ici, cependant c'est au début de la première attaque à chaque tour, donc tant qu'elle reste, votre première attaque elle a un plus 1. Celle-ci elle vous offre une réduction de coût en ressources, ce qui est très très bien avec ce deck qui est quand même plutôt cher, et celle-ci vous permet de vous prévenir des dégâts. Ces deux-là ont un effet lorsque la carte entre dans l'arène ou la quitte. Celle-ci, la foule acclame, ce qui va déclencher le trigger de l'héroïne pour pouvoir faire un jeton confiance qui limite le nombre de cartes avec lesquelles votre attaque sera bloquée. Et celle-ci, elle vous permet de remettre une carte attaque action gardien ou révéré sur le dessus de votre paquet. Et ces trois-là, en 2 versions, donc bleu et rouge, pour pouvoir augmenter purement et simplement la valeur d'attaque. Je me permets aussi un tout petit rappel là-dessus. Très souvent, la différence entre les bleus, les jaunes et les rouges, c'est que les bleus ont un montant d'attaque, de dégâts, pour ainsi dire, souvent inférieur aux rouges. En gros, on se souvient que les rouges, c'est pour attaquer, les bleus, c'est pour générer de la ressource. Parfois, bien évidemment, on n'a pas vraiment le choix d'utiliser du rouge pour de la ressource ou du bleu pour attaquer. Cependant, c'est un bon repère, un bon fil rouge pour pouvoir avoir cette philosophie-là en tête lorsque vous essayez de construire vos lignes de jeu avec ce que la pioche vous a donné. Passons maintenant un tout petit peu plus en détail à la seconde partie de l'effet de l'héroïne, qui est à chaque fois que la foule vous acclame, vous créez un jeton confiance. On l'a vu juste avant avec cette aura-là, c'est-à-dire que c'était pas possible d'aborder les auras sans parler de celle-ci, et maintenant on va s'intéresser tout particulièrement à la façon dont justement il est possible d'acclamer. Pour acclamer, pour que la foule vous acclame, il y a plusieurs cartes.
On a celle-ci, charme du comédien, revenu de loin, moment décisif, performance stimulante et ovation debout. Sur chacune de ces cartes, il y a écrit à chaque fois « La foule vous acclame ». Je répète, lorsque la foule vous acclame, qu'est-ce que ça fait? Ça génère un token confiance, une aura, pardon, confiance, qui permettra au prochain tour de limiter le nombre de cartes avec lesquelles votre adversaire défend. Ça veut donc dire que vous allez pouvoir vraiment faire de très très gros combos, à la fois en nombre, en valeur, mais aussi en mathématiquement réduisant le nombre de blocs, ce qui fait que vous augmentez les dégâts que vous infligez. Ça, c'est très pratique si vous avez des partenaires de jeu qui sont très très KG, pour pouvoir justement aller venir taper et ouvrir des brèches. On va regarder ça maintenant un tout petit peu plus en détail. Grosso modo, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que celle-ci, elle est incroyable parce qu'elle vous donne droit à réaliser une, deux ou trois actions. Ça, on verra selon le jeu. Ce qui nous intéresse ici, c'est la foule vous acclame. Ensuite, celle-ci, lorsque la carte défend, la foule vous acclame. Et tant que cette carte défend, si vous avez été acclamé ce tour-ci, elle gagne plus 3. Donc en gros, vous allez défendre à 5 avec elle, plus trigger un jeton de confiance. Elle aussi, lorsqu'elle défend, elle va avoir un bonus. Le héros vous acclame. Et si vous avez été acclamé, vous allez avoir cette fois-ci un plus 1. Donc on vient de voir bonus défense, bonus en attaque, sur une carte qu'on appelle les cartes Game Changer, qui peuvent justement retourner une partie. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle vous dit? Si au moins 3 auras de suspens ont quitté l'arène ce tour-ci, cette carte gagne. Quand cette carte touche un héros, jouez un tour supplémentaire après celui-ci. Au début de la prochaine phase de fin, il pioche des cartes jusqu'à atteindre la valeur de son intelligence. Autrement dit, vous pouvez enchaîner, comme à Warhammer Age of Sigmar, vers un double tour. Enchaîner les tours. Elle coûte 6, 2 cartes bleues, elle tape pour 8, 3 de def. Et enfin la dernière, si vous contrôlez un jeton de confiance ou de dureté, elle gagne plus 1, et quand cette carte touche, elle crée un jeton de confiance ou un jeton de dureté. Ça me permet de faire la transition avec le deuxième type de token que vous allez pouvoir créer, qui est le jeton dureté. Au début du tour de l'adversaire, on détruit ce jeton, donc attention, hein, c'est lorsque l'adversaire est en train de jouer. La prochaine carte action avec laquelle vous défendez gagne plus 1 dans ce maillon de chaîne. Autrement dit, lorsque vous allez être assailli, vous allez pouvoir gagner plus 1 sur votre prochaine carte action avec laquelle on défend. Je vous les remets ici. On a toutes ces cartes-là qui permettent d'acclamer la foule. Autrement dit, créer, en tout cas trigger le passif de Pléiade pour pouvoir générer un jeton de confiance. Ces effets-là, ces cartes-là, en plus de pouvoir trigger un jeton de confiance, elles donnent des bonus en défense ou en attaque. Et enfin, il y a une carte qui est un petit peu à la frontière entre tout ça, puisqu'elle permet de pouvoir venir créer un autre type de token. Donc confiance, c'est pour ouvrir des brèches, et dureté, il vous permet de pouvoir un petit peu mieux défendre. J'évoquais tout à l'heure la notion de potentiel disruptif du deck. En fait, c'est lié aux effets. On a donc la notion d'écrasement, c'est-à-dire que grosso modo, lorsque une carte inflige 4 ou plus dégâts, donc au moins 4 dégâts à un héros, il y a un effet qui se passe. Donc il se défausse d'une carte, il met une carte de sa main au-dessus de son deck, il met une carte de son arsenal dessous, une carte dessous, dessus, bref. Ça crée à chaque fois une disruption. Alors ici, voilà, c'est ça, mettez toutes les cartes des arsenaux au-dessous du deck de leur propriétaire. Donc ça veut dire que si ces cartes-là arrivent entre deux cartes aura, puisque en termes de ratio,
en termes de ratio, alors c'est pas une science exacte, hein, puisque je le fais comme ça, j'ai pas exactement compté. On voit quand même qu'il y a une... Hop, sans le matériel, ça doit faire 2 tiers, 1 tiers je pense, 2 tiers aura, et 1 tiers justement fort potentiel de disruption. Maintenant que vous êtes au point avec les 2 mécaniques du deck, on va pouvoir s'intéresser à la partie équipement, qui est en lien donc avec ce gameplay là. Allez, profitons de cet ensemble d'équipements full foil. Pour la tête, on a donc un diadème qui permet de pouvoir mettre un marqueur suspens supplémentaire sur une aura que l'on contrôle. Souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai présenté différentes auras et parmi celles-ci, il y en a qui ont un effet sur la première attaque, donc typiquement au début de chaque tour, et notamment celles qui donnent un effet par exemple +1 ou alors un effet +1 en défense. Donc ces cartes-là, ces auras-là, on a tout intérêt à vouloir les garder sur le terrain. Donc si à un moment donné on a été un petit peu pris par le temps, ou qu'on n'a pas pu faire autrement, ou qu'on a fait une petite erreur, eh bien on va pouvoir utiliser cette carte d'équipement-là pour pouvoir derrière garder un marqueur et faire en sorte que l'aura ne soit pas détruite à la fin du tour. Puisque je le rappelle encore une fois, au début de la phase d'action, il y a un marqueur qui suspend, qui s'en va de l'aura. Le deuxième, on a un corset donc de virtuose, lui aussi 100% foil. Ce que l'on fait, c'est qu'on peut retirer un marqueur suspens d'une aura que vous contrôlez, et si on le fait, on gagne 2 de pitch. Donc ça va être typiquement l'énorme coup offensif. Pourquoi ? Rappelez-vous aussi, les auras donc, qui étaient à droite sur l'image en haut à droite, elles donnaient +4, +5, +6 d'attaque. Ce que ça veut dire, quand elles quittent, ce que ça veut dire, c'est que si par exemple on se retrouve avec 3 points d'aura, 3 marqueurs, on sait qu'au prochain tour il va en rester 2. On va pouvoir utiliser au début du tour, donc il y en a un qui est consommé. On va pouvoir utiliser l'instantané de Pléiade pour en consommer un, plus cette carte-là pour en consommer encore un. Donc non seulement on a l'effet puisque le token quitte, mais en plus de ça, on gagne 2 de pitch, ce qui va vraiment soutenir l'effort de guerre et permettre de faire un gros combo. Troisième partie, on a les jambes. Quand cette carte défend, on peut payer jusqu'à 3 de pitch et on crée autant de jetons de dureté. Ça, c'est si on déborde un petit peu en termes de ressources ou qu'on a bien défendu ou que, au contraire, on a épuisé un petit peu l'adversaire ou que nous-mêmes on se retrouve qu'avec des bleus. Et bien en fait, pour pouvoir parer un très fort combo, un très gros tour de l'adversaire ou anticiper, on va pouvoir créer un jeton de dureté en utilisant la ressource. Autrement dit, on va pouvoir convertir 3 de pitch en jetons de dureté. Je vous rappelle que les jetons de dureté, ce qu'ils font, c'est qu'au début du tour de votre adversaire, donc au début de son prochain tour, à lui ou à elle, on détruit ce jeton et la prochaine attaque-action avec laquelle on défend, elle gagne +1. Si on a 3, elle gagne +3. Si on a 50, on gagne +50. Donc ça, c'était pour les jambes. Ensuite, on termine la partie de gauche par les bras. Ce qu'ils font, ces gants-là, c'est joli, donc attrape attention. Voilà, très beau et la jolie perspective de la guitare, c'est qu'en fait, on peut retirer un marqueur suspens d'une aura que l'on contrôle, et si on le fait, cette carte-là gagne +2. Donc, autrement dit, on avait, je le remets ici, pour le torse, on retire, donc on bénéficie, ou en tout cas on accélère le moment où on va trigger les effets de sortie de l'aura, pour pouvoir gagner de la ressource et pouvoir attaquer, puisqu'on va générer de la ressource. Ou alors, celle-ci permet de pouvoir consommer, donc anticiper pour avoir plus rapidement
Accès à l'effet de l'aura lorsqu'elle quitte l'arène. Celle-ci offre un +2, donc on défend à +3, ce qui est vraiment super. En termes d'armure cassante ou d'armure bonne garde. Armure cassante qui servent qu'une fois. Sans surprise, ces deux-là, qui donnent un bonus temporaire. Celle-ci, le diadème, donne un marqueur -1 à chaque fois que le marqueur défend. Et celle-ci, elle est détruite, donc elle quitte la partie au bout donc de 2 marqueurs -1. L'arme, maintenant. Cette arme à deux mains, donc ce marteau hache en forme de guitare. Une fois par tour, pour 3 de pitch, il attaque, et si on contrôle au moins 3 auras de suspens, donc typiquement 3 parmi les au moins 6 dont on dispose, cette carte gagne +2, et quand cette carte touche, le héros vous acclame. Donc ça combote parfaitement avec le pouvoir de l'héroïne, puisque si on a 3 auras de suspens, donc par exemple 2+1 en début de tour, celle-ci va attaquer à 6 pour 3. Et en plus, la foule vous acclame, ce qui fait que vous allez trigger un token de confiance, ce qui fait qu'au début de votre tour, vous allez pouvoir encore plus ouvrir de brèches. Ce qui fait que vous allez pouvoir envoyer un 6 maintenant, et au prochain tour, potentiellement, pouvoir limiter la défense grâce à ce token-là de confiance. Pour clore cette partie gameplay en beauté, je vais vous montrer un combo, et c'est aussi l'occasion de voir comment est-ce que le deck tourne. J'ai fini mon tour, l'adversaire a fini son tour, donc je suis en train de compléter pour que ça passe au mien. Bien sûr, les cartes sont préparées. Début du tour, tac, un jeton de suspens et un marqueur de suspens, est consommé. Je vais pouvoir venir jouer cette carte-là, qui est un instantané, donc il ne nécessite pas de point d'action pour pouvoir être joué. Son coût est nul, et je rappelle que cette aura-là donne votre première attaque à chaque tour gagne +1. Je la joue ici, elle arrive avec 2 marqueurs dessus, donc je mets ici un marqueur avec donc 2 points dessus. Maintenant, je vais pouvoir utiliser l'instantané de Pléiade. Pourquoi ? Je vous montre pourquoi est-ce que je vais faire ça. Le but, ça va être de garder ces 2 de ressources ici, donc 3+3, pour pouvoir venir jouer lui, qui donne un 5, et de faire en sorte de tirer parti au maximum de ces attaques-là. Autrement dit, lui, ce que je veux, c'est que je veux que cette aura parte. Pourquoi ? Parce que ma prochaine attaque va avoir +5, +1 de cette aura si c'est la première attaque à chaque tour. Donc mon but, ça va être de vouloir faire en sorte que cette aura-là parte. Au début de mon tour, elle était son marqueur indiquait 2. Au début du tour, elle passe à 1. Je tape Pléiade. Comme ça, je retire celui-ci. J'en rajoute un à lui. Au moins, lui, je sais que je suis peinard pour encore au moins 2 tours. Et je vais gagner +5, +1 sur ma première attaque et prochaine attaque. En particulier, ça sera ici écrasement spinal, qui vient ici pour 6, donc il me reste encore un de pitch, mais bref. Donc il vient ici pour 9, +5, 14, +1, 15. Ça fait beaucoup. Si à cela vous rajoutez un jeton confiance qui fait en sorte que l'adversaire ne puisse pas défendre avec plus de 2 cartes non blocage, en fait vous savez que vous assurez un gros tour. Attention, n'oubliez pas qu'à Flesh and Blood, il faut un point d'action pour pouvoir réaliser une
actions. Les instantanés peuvent être joués à n'importe quelle phase d'action, que ce soit la vôtre ou celle de la personne qui est en face de vous. Pour la partie upgrade, vous trouverez en description le lien vers ce deck-là. Ce deck, j'ai utilisé l'outil donc Fabrari, que je ne vais pas détailler ici, ça fera l'objet d'une vidéo qui va arriver très très vite, une vidéo très courte, droit au but sur cet outil-là. Mais en attendant, vous retrouverez donc le héros avec donc les équipements. Là, on reconnaît ce qu'on a vu juste avant, sauf celui-ci que je vous propose. Pareil pour le deck. On voit qu'il y en a qui n'étaient pas dans le deck de base, typiquement celui-ci, ou dont le nombre a changé. Par exemple, lui, il était qu'une fois, me semble-t-il. On avait quoi, voilà, lui aussi, on le rajoute. Celui-là n'y était pas, celui-là n'y était pas, ces deux-là non plus. Le fameux trio barrière arcane, je vous renvoie à ma vidéo des règles, sur pourquoi est-ce qu'ils sont présents dans tous les sets compétitifs. Les différents tokens qui sont automatiquement rajoutés par l'outil, ça c'est top. Donc ça c'est vraiment la première version. Je me retrouve, alors je vous le mets ici hein, en direct. Voilà, on est à peu près, alors à rajouter en side, on est grosso modo à 58 €. J'ai fait ça, je vous le cache pas, il y a la semaine dernière, j'ai pas tout repris les prix au centime près, mais avec ce que vous avez là, vous avez vraiment 50 €. Ce qui est absolument fou, c'est surtout le prix de ces gants-là. Des légendaires à 20 €. C'est voilà, une super affaire. Si vous êtes un petit peu curieuse et curieux et que vous n'avez pas encore découvert l'outil, vous allez pouvoir peut-être, vous avez déjà fait un malaise en voyant le prix ici. Alors ici, le prix, il ne faut absolument pas s'y fier. Par exemple, je clique dessus, ça m'amène vers un site, alors je vous avoue, j'ai jamais commandé sur ce site, donc je sais même pas, voilà, bref. Certains prix sont à peu près corrects, mais par exemple, ici, typiquement, on a Cranial Crush Rainbow Foil, donc brillant, et Alpha, c'est-à-dire première édition. Cette carte-là, elle a été rééditée, et vous la retrouvez ici, donc en réédition, donc tout ce qui va porter la mention Unlimited, vous la retrouvez à 1,50 €. Donc typiquement, bien moins cher que ce que vous avez là. Donc, quand bien même c'est mis à jour, vous voyez qu'on est déjà à la moitié par rapport aux 411 annoncés, et quand même vous prenez ça, voilà, donc peut-être qu'il y a eu une flambée des prix. Bah, allez, on va regarder ça là, parce que j'ai vu passer plusieurs vidéos, là-dessus. Du coup, Iron Fist en Rainbow, pas en Cold, c'est toujours moins cher. Ouais, il a encore un petit peu baissé. Bref. Très bonne, carte pour pouvoir rajouter. À pouvoir rajouter, celle-ci aussi, je crois qu'elle n'était pas de mémoire. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous mets les liens, je vous laisse regarder ça tranquillement. Bien évidemment, je vous mets aussi le lien vers l'armoirie classique. Comme ça, vous pouvez vous mettre les deux fenêtres et comparer plus rapidement. Ou alors prendre votre deck et avoir le plaisir de vous dire bon ben voilà, celle-là, est-ce que je l'ai, est-ce que lui m'a rajouté, alors pourquoi, est-ce qu'il a dit ci, est-ce qu'il a dit ça, voilà. C'est une proposition que je vous fais, il y en a d'autres. Grosso modo, le game plan, c'est le suivant. Je me suis dit que ce héros-là, cette héroïne-là, elle défendait, bon, comme tous les gardiens, plutôt bien, mais que elle avait la possibilité de faire de très gros tours, avec malheureusement parfois un petit peu un manque de ressources derrière. Donc c'est pour ça que cette carte-là, en non exemplaire, elle est vraiment super intéressante. Typiquement, vous avez pris une grosse baffe, et bien grâce à ça, tac, vous pouvez remonter un petit peu. Celle-ci aussi, selon l'adversaire contre lequel vous jouez, vous avez voilà, une défense réaction qui défend à 4 avec un effet, un must-have. Celle-ci aussi, donc le fameux Cranial Crush qui n'était pas là. Donc ici, c'est fou. Donc selon le match-up, typiquement les
les ninjas ou même Gravy Bones, hein, ou les decks qui piochent. Avec ça, non seulement vous envoyez 8 pour 6 défense 3, mais en plus de ça, il ne peut pas piocher de cartes à la prochaine phase d'action. C'est extrêmement punitif, avec une très très grosse possibilité de créer de la disruption. Et cet ajout-là, voilà, je vous le remets, ce qui est fou. C'est que crush, donc crush c'est le mot-clé français pour écrasement. Je vous le remets ici. L'immense majorité des cartes, non pardon, pas majorité, je voulais dire, en fait l'immense majorité des autres cartes qui ne sont pas aura ont ce mot-clé là, écrasement, donc crush, qui ont un effet sur un dégâts 4 ou plus. Et donc, on en a beaucoup, et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que on peut avoir une carte crush dans son arsenal. On se souvient, alors je sais plus si je l'ai présenté, mais dans votre deck, il y a une carte qui donne un bonus si on a une carte dans l'arsenal, c'est celle-ci. Donc, ligne de faille. Et on va donc avoir un marqueur, donc +1 sur cette carte qui a crush, et donc il va avoir +1, +2, et qui va se détruire au bout de 2 fois. Autrement dit, la première fois elle va défendre à 2, la deuxième fois elle va défendre à 2 moins 1 à cause du compteur, et ensuite elle sera détruite. Les deux upgrades que je vous propose, ça va être, alors je me le remets ici, donc vous l'avez là, ça va être, c'est pour ça que je l'ai mis en peut-être, c'est la tunique de Fiendal. Fiendal, cette carte-là, c'est ce qu'on appelle une agrafe, hein, toujours pareil, un staple. C'est une carte qu'on retrouve dans une grande partie des decks. C'est un peu dommage d'avoir un personnage qui est gardien et qui ne joue pas avec, en termes de lore, on va dire, avec une carte qui ressemble à un torse qu'on imagine pour les gardiens ou les gardiennes. Bref. Cette carte-là, c'est un must-have. Elle a quand même un prix plutôt élevé. C'est au moins 115-120 euros. Je vais voir son évolution récente, mais Fiendal Spring, ouais, voilà, moins cher à 124. Alors vous voyez, hein, ça oscille parfois. On a un petit peu des baisses, mais grosso modo, l'immense majorité des prix se situe entre 120 et 140 euros. Est-ce que ça va vous faire gagner plus de parties? Très honnêtement, si vous vous lancez, je sais pas. Si vous comptez faire d'autres personnages qui pourraient utiliser cette tunique-là, pourquoi pas, mais encore une fois, c'est un très lourd achat que vous pouvez utiliser pour d'autres personnages, mais est-ce que vraiment ça va vous changer les parties quand vous débutez? Je sais pas. Franchement, moi, vous faire dépenser voilà, 100 euros dans une carte, je suis pas forcément pour. En tout cas, moi au début. Par contre, c'est vrai qu'une fois que vous commencez à jouer, que vous avez fait l'amélioration, le premier palier, que vous maîtrisez bien les règles, que vous maîtrisez bien votre deck, bien vos combos, c'est sûr que de rajouter ça, ça va être une très très grosse plus-value pour votre deck. Et le dernier bonus que je vous propose, la dernière étape, pour un total en plus en rajout de 390 euros, c'est ce trio-là de commander et conquérir, Command and Conquer, qui est une carte dont le prix ne baisse jamais, il ne fait que s'envoler auprès au fil des différentes méta. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un must-have. Moi, j'ai acheté cette version-là, qui est moins chère. On la voit à 65 euros, donc c'est la toute première. Alors, c'est une réédition d'une première. Alors, j'avoue, elle est un petit peu moins belle, mais si on regarde ici la différence de prix, celle-ci est à 90, celle que je vous propose. La réédition HP1, elle est à 65. Ouais, donc ça fait 30 euros d'économie. 25 euros d'économie x 3, 75 euros d'économie. Ouais,
Moi, en tout cas, ça me va très bien d'économiser autant d'argent sur ces 3 cartes-là. Donc voilà, celle-ci à 65 €, la triplette. 6 x 3, 18, 195. Donc voilà pour cette partie, je vous mets les 2 liens et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions supplémentaires, à me les poser en commentaire. Nous voici maintenant en piste pour la dernière partie de cette vidéo, la partie méta. C'est volontaire de ma part de la mettre à la fin, parce que je pense que si vous êtes déjà un ou une joueuse aguerrie, vous avez eu le réflexe de regarder, ou pour vous l'analyse de la méta ça vous parle, et pour tous les autres qui veulent jouer pour le plaisir ou pas forcément méta, peut-être que vous allez squeezer cette partie-là, mais en tout cas je serai très bref. L'outil que je vous propose c'est Fablazing, il y aura là aussi bien évidemment une vidéo là-dessus. J'ai fait un classement des 7 derniers jours sur Talishar, donc ça ne reflète pas les tournois, c'est bien uniquement sur Talishar, par pourcentage de victoire, win rate. Je vais sans surprise en dernière page pour trouver Pléiade à 36,5% de win rate avec 2000 matchs. Donc 3,3% de la méta. On voit qu'elle a un score contre les héros qui performent bien. Si je prends Kaio, Marlene et Gravy Bones, on retrouve Gravy Bones à 53, Kaio à 51 et Marlene ici à 44. Marlene c'est un petit peu un cas à part, on peut pas dire que ce soit un personnage qui définisse la méta, cependant elle est en train de monter et il y a une super vidéo justement de Fiendal Café sur une performance avec Marlene que je vous invite à aller regarder. Ce win rate, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce win rate là, avec ce pourcentage là, alors je me remets en victoire. Ce qui veut dire, c'est que clairement, si vous voulez gagner le prochain Pro Tour, cette héroïne-là ne va pas vous le permettre. C'est toujours difficile parce que en fait, on peut être très performante avec son propre héros, ou sa propre héroïne en l'occurrence, même si statistiquement, il y a peu de victoires. Je reprends par exemple le cas de Gravy Bones, qui à sa sortie avait un taux de win rate un tout petit peu plus élevé que celui-ci, parce que je crois qu'il était aux alentours de 45-50, mais en fait tout le monde a senti la puissance du héros, et ça a été ensuite bien sûr confirmé par le terrain et par les énormes statistiques, les énormes performances en termes de méta ou en termes de win rate qu'il peut avoir, malgré le fait que ce soit un héros qui soit difficile à jouer, voire même extrêmement difficile à jouer, et que sur Talishar, il y a des gens comme vous et des gens comme moi, où on teste des héros, ce qui fait que on peut faire chuter de façon artificielle le win rate, non pas parce que le personnage n'est pas bon, mais parce que la personne qui joue ce personnage n'a pas encore bien le personnage en main. Donc dire que ce héros est, excusez-moi du terme, claqué au sol parce qu'elle a 36% de win rate, je trouve que c'est un petit peu fort de café. Si vous aimez cette héroïne, que vous aimez son gameplay, que vous aimez son univers, allez-y, foncez. De toute manière, si vous voulez gagner un Pro Tour, ça se fait pas a priori, ça se fait pas en une saison. Donc dans tous les cas, vous inquiétez pas, dans quelques mois, la méta aura évolué. Là, c'est en train un petit peu de changer aussi. À chaque changement de méta, à chaque shift, à chaque nouveau produit, il y a toute la méta qui est chamboulée. En février, il y a le nouveau format dont j'ai fait une vidéo dessus pour pouvoir jouer pour pas cher, ma foi, pour 40 €. Vous allez faire quoi? Allez, 5-6 parties minimum pour tester, que ça commence à vous plaire, etc. Il va falloir, donc 5-6 parties, ça fait quoi? Allez, 2-3 heures. Utiliser les cartes, les lire, voilà, ça va vous prendre, allez, 1 heure, une petite heure. En gros, vous allez jouer 4-5 heures. Donc, en gros, pour 10 € de l'heure, vous serez fait plaisir. Donc,
vraiment, n'hésitez pas avec ce héros-là. Vous dites pas, je vais jouer un héros nul. Non, vous allez jouer un héros qui vous plaît. Et si vous adorez faire ces manipulations-là, rajouter un plus un moins un, anticiper le tour, vous dire, ok, cette aura-là, elle a un effet quand elle quitte, l'autre, elle a un effet tout le temps. Donc mon intérêt, c'est d'utiliser l'héroïne pour faire en sorte que cette aura-là quitte pour trigger, alors que pour l'autre, au contraire, il faut que je lui rajoute un point pour qu'il reste un tour de plus. Au prochain tour, j'ai ce token-là qui trigger avec cette aura. Mais genre, il y a plein de combos de fous à faire, hyper intéressant, très jouissif. Donc vraiment, allez-y, profitez à fond. Sur ce, je vous souhaite un super jeu et à la prochaine.